Bonsoir à tous. Nous voilà encore une fois ensemble réunis pour discuter un thème de cardiologie, comme je vous l'avais promis dans un précédent message. J'essaierai de vous aborder de façon hebdomadaire quelques thèmes intéressants, essentiellement de cardiologie interventionnelle. Je vous propose aujourd'hui de revoir un petit peu l'alcoolisation septale, pas à pas, ses indications et surtout la méthode qui est utilisée pour réaliser cette technique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à ce sujet. Il faut savoir que c'est une technique thérapeutique qui s'adresse à la cardiomyopathie hypertrophique, qui est définie comme une augmentation de l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche, ne pouvant être expliquée par les conditions de charge. Elle est divisée en deux entités, les CMH sarcomériques et non sarcomériques. Celle qui nous intéresse le plus souvent, c'est la CMH sarcomérique, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique avec prédominance septale. Son incidence est de 1 sur 500 avec un risque de mort subite qui dépasse les 1% par année. Elle est liée à des mutations sur les gènes qui codent pour les protéines des sarcomères et son diagnostic est basé essentiellement sur l'électrocardiogramme, l'écho, et il est précisé par l'IRM cardiaque. La thérapeutique de cette pathologie a deux objectifs. On a d'abord un traitement à visée symptomatique. C'est un traitement qui est médical en première intention, basé sur les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques qui seront associés aux disopéramides. Et puis la la thérapie de réduction septale qui se fera par deux méthodes, soit par la myomectomie chirurgicale ou par alcoolisation septale. Le deuxième volet thérapeutique aura un objectif essentiellement pronostic, c'est la mise en place du défibrillateur automatique implantable en prévention primaire ou secondaire. Je vous propose donc un premier cas qui a été réalisé par notre équipe. C'est un patient âgé de 38 ans qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire particulier, qui se plaint d'une dyspnée stade 2 à 3 de la NYHA avec perte de connaissance. Le patient a été déjà vu par un cardiologue qui a dépisté une hypertrophie ventriculaire gauche sur l'électrocardiogramme que vous voyez ici et a déjà mis le patient sous 400 mg d'acébutolol. Donc la CMH est suspectée à l'électrocardiogramme qui retrouve une hypertrophie ventriculaire gauche systolique, une hypertrophie de l'oreillette gauche et un bloc incomplet gauche. Elle a été confirmée par l'échographie et par l'IRM qui retrouve une hypertrophie ventriculaire gauche asymétrique avec un septum de 22 mm, un SAM, donc le fameux mouvement antérieur de la valve mitrale, un gradient qui est à 45 mm au repos, mais dès que le patient fait le moindre effort, même sur la table d'écho, ce gradient monte jusqu'à 137 mm de mercure à l'effort. Et donc voici un petit peu, je vais voir si je peux enlever l'image de mon visage pour vous permettre de voir donc les deux gradients, repos et effort. Donc on est sur un 45 mm de mercure à l'effort ici sur l'image au milieu, et puis sur l'image à droite à l'effort on passe jusqu'à presque 140 mm de mercure. Que nous disent les recommandations? Donc il faut savoir que la thérapie de réduction septale est indiquée pour réduire les symptômes chez tous les patients qui ont un gradient de repos ou un gradient provoqué supérieur ou égal à 50 mm de mercure et qui sont au stade 3 ou 4 de la NYHA malgré un traitement médical maximal ou un traitement médical optimal toléré. Donc le patient que nous avons entre les mains tombe dans ce cas de figure, donc on est à 137 mm de mercure à l'effort, il est sous bêta-bloquant. Donc on a évalué le risque de BAV, il paraît faible, le patient n'a pas de BBG, il y a un bloc incomplet gauche, ce n'est pas un risque qui est complètement minime, mais le risque paraît faible. Donc nous avons discuté avec le patient et nous avons obtenu son consentement pour cette thérapeutique. Donc on est passé par la suite en coronarographie, celle-ci a été réalisée par voie radiale, donc une approche 6F, montrant un réseau coronaire qui est sain. Donc s'il y avait une lésion coronaire, il faut traiter d'abord cette lésion coronaire avant de s'amuser à aller faire une alcoolisation septale. Et ensuite, donc je vous montre cette image sur laquelle on va essayer de choisir l'artère septale qui vasculariserait le septum hypertrophié et qui serait l'artère cible de notre thérapeutique d'alcoolisation. Donc on est en abord radial droit, on met une sonde porteuse EBU 3,5-6F, c'est celle-là qui va nous permettre un bon support sur le tronc commun. Il ne faut surtout pas se désengager du tronc commun au moment de l'injection d'alcool, sinon l'alcool ira ailleurs et provoquera des dégâts illimités et provoquera des infarctus assez étendus.
Donc on a pris un abord radial gauche 5F par lequel on a mis une pigtail, donc afin de mesurer les pressions, etc. On a mis un abord veineux fémoral droit par lequel on a fait monter une sonde temporaire. Le patient avait un bloc incomplet gauche et donc on avait toujours à l'esprit ce risque de nécrose de la branche droite et de passage vers un BAV. Donc on a mis une sonde temporaire pour couvrir la procédure. Et puis on a pris un guide 014 BMW qu'on a essayé de mettre dans les différentes artères septales avec un ballon OTW. Le ballon OTW, contrairement au ballon Rapid Exchange, il vous permet donc d'injecter à travers la lumière du ballon. Une fois qu'il est gonflé, on va le gonfler dans une artère septale et on pourra injecter à travers sa lumière. Et puis vous allez voir ce qu'on va faire pour la sélection de l'artère. Ensuite, donc, on a cathétérisé différemment et puis progressivement les différentes septales que vous voyez ici sur le schéma. On a injecté tantôt de l'iode et tantôt du contraste échographique afin de détecter l'artère septale cible qui nous permettra d'alcooliser le myocarde cible. La procédure est faite exactement comme une angioplastie, donc on met une couverture d'héparine et vous verrez tout à l'heure qu'on injectera de la morphine au moment de l'injection de l'alcool parce qu'on va provoquer un infarctus circonscrit et cet infarctus circonscrit donnera une douleur identique à celle de l'infarctus du myocarde, à celle du STEMI. Donc pour le moment, on a réalisé la procédure sous héparine, on a mis un guide dans les artères coronaires et toujours un risque de thrombose à chaque fois qu'il y a du matériel à l'intérieur des cavités cardiaques et c'est l'héparinisation habituelle de vos procédures. Donc nous on met en général un cc pour un adulte corpulent, on met un cc d'héparine en IV. Donc on a par la suite injecté sélectivement du contraste iodé à travers l'OTW qui a été mis progressivement dans les différentes artères septales. L'objectif, donc vous voyez sur ce schéma 6 cibles. On a d'abord injecté la septale initiale, première, dans sa partie initiale. On est ensuite descendu, on a injecté la deuxième septale qui nous paraît plus grosse mais un peu plus éloignée. Et puis on a injecté sélectivement les branches de ces deux artères septales. Au fait, tout d'abord, on met le guide dans l'artère septale, on fait rentrer l'OTW dans ces artères septales-là, on l'inflate de telle sorte à ce qu'on occlue cette septale, donc le sang ne passe plus dans la septale, et puis on va injecter du contraste iodé à l'intérieur du ballon OTW. L'objectif étant, de vérifier qu'on est étanche. En théorie, le produit de contraste n'est pas censé refluer en haut et sortir dans l'interventriculaire antérieur. De 2, cette septale ne doit pas shunter et avec les cavités cardiaques et avec les autres septales. Et à ce moment-là, au moment de l'injection de l'alcool, on risque d'avoir de l'alcool qui va remonter vers l'IVA ou qui va passer dans une cavité cardiaque. Et donc, d'abord, l'injection du contraste iodé nous permet de vérifier l'absence de shunt et l'étanchéité totale de l'artère par le ballon OTW qu'on a choisi. En général, on le size sur à peu près la taille de l'artère septale afin de pouvoir l'inflater peu, parce que plus vous inflaterez votre OTW, plus vous aurez du mal à injecter à travers sa lumière. Et donc, on essaye d'avoir une inflation de 8 à 10 atmosphères, juste de quoi sceller l'artère septale, la bloquer et permettre d'injecter en dessous de ce ballon. Une fois qu'on a injecté donc l'iode, on injectera par la suite du contraste échographique. Donc vous avez différents contrastes qui sont proposés par les firmes pharmaceutiques. Donc on injecte le contraste échographique toujours à travers l'OTW et on demande à notre échographiste de voir le septum et de voir quelle partie du septum va prendre ce contraste échographique. Donc il ne faut pas opacifier un pilier de la valve mitrale parce que sinon on va nécroser le pilier de la valve mitrale et provoquer donc une insuffisance mitrale aiguë. Il ne faut pas opacifier les autres parois, que ce soit le ventricule droit ou du ventricule gauche. Il faut vraiment qu'on ait une opacification sélective du septum responsable du gradient et vous allez voir ce qui se passe. Donc en injectant d'abord avec l'OTW, donc vous avez l'image de référence en haut et vous avez le ballon sélectionné dans l'artère, donc 1 et 5, donc dans l'endroit numéro 1 et puis vous le verrez par la suite dans l'endroit numéro 5, en inflatant le ballon ici et en injectant le contraste iodé, on voit que l'iode ne passe que dans la septale, ça ne shunte pas dans les cavités cardiaques et ça ne revient pas vers l'hiver. En injectant du contraste échographique, vous avez l'image en bas, on voit que c'est pratiquement tout le septum qui prend le contraste échographique. C'est un peu trop. Si on nécrose tout ça, le territoire de l'infarctus sera très important et on risque de créer une dysfonction ventriculaire gauche. Ça nous paraît excessif. On change, on descend à la deuxième septale qui nous paraît un peu plus éloignée. Effectivement, en injectant donc le contraste iodé, on voit que ça ne fistulise pas avec les cavités cardiaques ni avec l'interventriculaire antérieur à travers une autre septale. Mais, comme vous le voyez, en injectant le contraste échographique, on opacifie plutôt le septum apical et moyen. Donc ça ne correspond pas à la région qu'on veut alcooliser.
On va vers les deux branches de cette septale, donc on a un infarctus a priori qui sera, parce qu'on n'est pas encore en train d'injecter l'alcool, on injecte le contraste écho, donc ça nous permet de prédire un infarctus plus circonscrit, mais malheureusement toujours moyen à basal, plutôt moyen à apical, et ça ne correspond pas à la région qu'on veut infarcir. Ensuite, on injecte la zone numéro 6, et quand on injecte la zone numéro 6, on voit que parfaitement on est étanche, on ne fistulise pas avec les autres coronaires, et puis on voit que le contraste échographique se fixe au niveau du septum qu'on veut nécroser et qui est en train de créer le gradient. L'infarctus sera circonscrit, sera plus petit, donc vous pouvez le voir en bas sur les images échographiques, la zone de brillance est plus petite, plus circonscrite, et elle correspond réellement à la zone de l'hypertrophie qui est en train de créer le gradient, qui est en train de créer l'obstacle. Et donc au final, notre artère cible est une branche de la première artère septale et non pas toute la première artère septale, parce que comme on l'a vu durant la première injection, si on alcoolise la première artère septale, l'infarctus sera très important, très étendu. Et donc voici notre artère cible. On se prépare à l'alcooliser. Maintenant, on va passer à l'injection d'alcool. Je vous l'ai dit, ça va créer un IDM. Et donc il faut protéger votre patient. On injecte la morphine à ce moment-là afin d'éviter la douleur. Il faut qu'on soit sûr que notre cathé porteur est vraiment stable. Il ne faut pas qu'il bouge. On explique au patient l'importance de ne pas faire de respiration profonde afin de ne pas retirer le cathé guide et de ne pas retirer le ballon, ce qui fera passer l'alcool au niveau de l'interventriculaire antérieur, et ce qui créera un infarctus énorme. On va donc calculer la quantité d'alcool. En général, on injecte de l'éthanol à 95 ou 96%. Les quantités se calculent par deux méthodes différentes, soit selon l'épaisseur du septum, le STEC que vous voulez alcooliser, c'est 0,08 ml par millimètre de septum à nécroser. La deuxième méthode, ça dépend du diamètre de l'artère septale à alcooliser, c'est 1 ml d'alcool par millimètre d'artère à alcooliser, par millimètre de diamètre de l'artère à alcooliser. Donc vous faites le calcul par les deux méthodes. Moi, franchement, à titre personnel, je fais le calcul des deux. Je commence par la quantité minimale, donc avec les deux méthodes, vous aurez deux quantités différentes d'alcool à injecter. Je commence toujours par la quantité minimale. On vérifie le résultat immédiat donc sur la table de Corot. Si le résultat est satisfaisant sur le gradient, on peut s'arrêter là. Si le résultat n'est pas satisfaisant, je totalise la dose et je vous montrerai un deuxième cas où on a réalisé ça. Et donc, comment on fait? Toujours au TW ballonné, donc gonflé, afin d'éviter que l'alcool ne ressorte de cette septale et ne part ailleurs. On injecte l'alcool très très lentement, donc c'est une injection qui prend à peu près 3 à 5 minutes. Nous en général on fait ça sur 5 minutes. Donc vous imaginez, chez ce patient-là, on est parti pour injecter 1,8 cc à peu près. Donc le calcul nous donne 1,76 ml. Donc on va injecter 1,8 cc, ce qui est vraiment minime. C'est 2 cc à injecter en 5 minutes. Il faut être patient, vous déclenchez votre chronomètre et puis vous ajustez la rapidité d'injection. L'éthanol ne doit pas être dilué, vous devez l'injecter pur, parce que l'objectif étant d'aller nécroser le myocarde. Déjà, en inflatant le ballon, vous êtes en train de créer de l'ischémie. Et donc, vous allez voir que le gradient va progressivement chuter, surtout si vous prenez beaucoup de temps à sélectionner votre septale, à calculer votre quantité d'alcool. À un moment donné, l'échographiste va vous dire « Ah, a priori, je ne vois plus le gradient ». Et c'est très souvent de l'ischémie. Mais si vous dégonflez le ballon, le septum est un muscle spongieux, il va recevoir de la vascularisation, plutôt du sang par les autres artères, par d'autres perforantes septales, et donc le gradient reviendra à sa phase initiale. D'où l'intérêt de détruire les cellules par cette injection d'alcool. Et donc nous, ce qu'on fait en général, on prend notre quantité qui a été mesurée ou qui a été calculée par les deux méthodes, on injecte ça en 5 minutes, on laisse par la suite, on flush par du sérum, à peu près c'est la même quantité, donc la quantité que vous avez injectée en alcool, vous allez l'injecter en sérum afin de flusher votre ballon toujours sur 5 minutes, puis vous laissez votre ballon inflater pendant 5 minutes, à la fin desquelles, donc ça vous fait 5 minutes d'alcool, 5 minutes de sérum et 5 minutes de repos avec un ballon qui est complètement gonflé sur l'artère septale. Ensuite, vous déflatez votre ballon, vous retirez et vous injectez afin de vérifier que le myocarde est réellement ablaté et je vous montrerai l'image. Et donc c'est ce qu'on a réalisé chez ce patient, on a injecté de la morphine, on est allé sur une quantité de 1,76, donc 1,8 ml qu'on a injecté en 5 minutes, on a flushé par du sérum en 5 minutes, on a dégonflé le ballon 5 minutes après ce flush de sérum.
Le résultat donc immédiat, on a une baisse du gradient qui est passé à 19 mm de mercure, donc il a chuté de plus de 50%, sans trouble conductif. On a laissé la sonde temporaire 48 heures chez ce patient, on l'a monitoré en USIC pendant 72 heures, il a fait un pic de CPK et des troponines à 1500, il est sorti à peu près 4 à 5 jours après, avec un gradient maximal au niveau de la chambre de chasse du ventricule gauche qui était à 15 mm de mercure, une petite séquelle qu'on voit ici sur l'image échographique sous forme d'une brillance, donc c'est la petite séquelle de nécrose, c'est la zone qu'on a nécrosée ça prouve l'efficacité de votre alcoolisation, c'est la petite zone de nécrose que vous avez créée par l'injection de votre alcool, et puis on n'a pas eu de trouble conductif chez le patient, ce qui nous a permis de le faire sortir sans mise en place d'un pacemaker définitif. Juste petite remarque, en injectant de l'alcool, l'infarcissement, la nécrose est immédiate et le résultat sur le gradient est immédiat. C'est-à-dire qu'au moment où vous dégonflez le ballon, votre échographiste vous donne un gradient. S'il est bon, c'est efficace à 100%. Si le gradient n'est pas bon, ça ne sert à rien d'attendre plus. Il faut rediscuter la procédure chez le patient, soit le reporter, soit passer à une autre méthode, réinjecter la quantité pour totaliser l'alcool qu'il faut, ou bien réinjecter une autre septale si vous avez par exemple un septum qui est vascularisé par 2 artères, etc. Je vous montrerai un cas juste après ce cas que je viens de montrer. Et donc, le deuxième cas que je vous propose, c'est un patient qui avait plutôt cette fois-ci un septum très hypertrophié. Et en général, des septums qui sont supérieurs à 30 mm d'épaisseur sont des septums qui échouent à l'alcoolisation septale. La majorité des case reports qui ont parlé de ce genre de patients ont montré ou ont démontré l'échec de l'alcoolisation septale et ont proposé plutôt pour ces patients une prise en charge chirurgicale avec une myectomie chirurgicale. En fait, notre patient, c'est un homme de 50 ans qui est suivi pour une cardiomyopathie obstructive, sarcomérique probable, symptomatique. Il a une dyspnée au moindre effort. Il présente des symptômes à type de syncope, malgré un traitement médical optimal à base de bisoprolol et de disopyramide. Donc, il est adressé vers notre service pour prise en charge de sa cardiomyopathie obstructive. On fait un électrocardiogramme qui montre une bradycardie sinusale et qui montre un bloc incomplet gauche. L'échocardiographie montre, comme vous pouvez le voir sur les images, un gros steak, un septum qui fait 32 mm, une oreillette gauche, comme on peut donc le voir ici, à 52 mm, et puis un gradient à 125 mm de mercure et un SAM caractéristique des CMH. Donc on a toute la panoplie qu'il faut et on est en train de dealer avec un septum de 32 mm d'épaisseur. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la thérapie de réduction septale est indiquée à chaque fois que le patient a un gradient de repos ou provoqué supérieur à 50 mm de mercure et qu'il est en classe 3 à 4 de la NYHA malgré un traitement médical optimal bien conduit. Donc notre patient rentre dans ce contexte, qui dépasse les 100, on est donc sur un patient qui a de la dyspnée au moindre effort, il faut lui proposer une thérapie de réduction septale. Quel genre de thérapie? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de consensus clair. On préfère la myectomie chez les sujets jeunes dont l'épaisseur est très importante, supérieure à 30 mm de mercure, parce qu'on prédit, dans les différents cas qui ont été pris en charge, on prédit un risque important d'échec lors de l'alcoolisation. Et donc nous, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais vous le verrez par la suite, on a discuté un petit peu en pluridisciplinaire, donc avec notre équipe chirurgicale, et on a opté pour l'option de prise en charge par cardiologie interventionnelle, donc l'option d'alcoolisation septale. Bien sûr, on en a discuté avec le patient et selon sa préférence, donc il a opté plutôt vers cette alcoolisation septale. Et notre objectif, ou plutôt notre stratégie, était de le proposer par la suite à la chirurgie en cas d'échec de la thérapie d'alcoolisation septale. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé toujours par un abord artériel radial droit. On a mis en place le désilé 6F. Donc, on a dealé avec un cathé guide de EBU 3,5. On a mis un abord veineux fémoral droit avec une montée de sonde. Donc, je vous rappelle de stimulation temporaire. Je vous rappelle que le patient a un bloc incomplet gauche. On a cathétérisé le tronc commun par une porteuse EBU 3,5 6F. Donc, c'est celle-là qui va vous donner un support excellent. Vous pouvez mettre une AL. Nous, on préfère le BU. Ça nous donne un support excellent sur le tronc. Ça évite de désengager son matériel. Il faut éviter les Judkins left parce que là, malheureusement, ce n'est pas un support excellent. Donc, ça peut sortir lorsque vous poussez l'OTW. Une EBU ou un KT de type en place gauche fera l'affaire face à ce genre de situation. Il vous permet d'avoir un support excellent sur le tronc commun.
On a mis un guide 014 floppy avec lequel on a cathétérisé les différentes artères du patient. Et donc, au final, c'est la deuxième septale du patient qui a été choisie comme l'artère septale cible de la thérapie d'alcoolisation, donc sur la base de l'injection, comme on l'a vu tout à l'heure, du produit iodé et de l'injection du contraste échographique qui nous a donc permis de choisir cette artère-là. On s'apprête donc à injecter l'alcool. Là, on a le choix de la quantité, donc on mesure par les deux méthodes, soit par le diamètre de l'artère, donc 1 cc par 1 mm de diamètre de l'artère. Chez notre patient, on tombe sur une quantité de 1,8 cc. Par contre, quand on mesure par rapport à l'épaisseur du septum, on tombe sur une quantité de 2,6 ml pour notre patient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on opte toujours par la quantité minimale, puis on discute après l'injection de l'alcool et après le délai d'attente des 5, donc 5 minutes d'injection d'alcool, 5 minutes de sérum et 5 minutes de ballon gonflé, et puis on discute avec l'échographiste. Donc on est parti avec les 1,8 cc d'alcool éthylique, on a mis de la morphine, on a injecté notre alcool en 5 minutes, on a flushé par du sérum avec la même quantité en 5 minutes, on a laissé le ballon gonfler pendant 5 minutes, on a dégonflé, et le verdict tombe, l'échographiste nous dit que malheureusement, il y a un gradient qui persiste au repos qui est à 50 mm de mercure. Et donc là, on est réellement sur une réduction du gradient, on était à plus de 100, mais le gradient persiste, il est toujours supérieur à 50, et donc ça laisse présager la persistance d'une symptomatologie chez le patient. Et donc la proposition ici, c'est soit d'aller vers la chirurgie et de réaliser la myomectomie après un certain délai. N'oublions pas qu'on a créé un infarctus du myocarde et donc il faut respecter un laps de temps entre la prise en charge par cardiologie interventionnelle et la prise en charge chirurgicale, ou bien d'aller totaliser la quantité. Donc on avait vu qu'en mesurant par l'épaisseur du septum, on peut aller jusqu'à 2,6 ml d'alcool pour ce patient. Notre option était de totaliser la quantité qu'il faut, donc on a rajouté les 0,8 cc d'alcool, toujours en respectant le même protocole, 5 minutes pour injecter l'alcool, 5 minutes pour flusher et 5 minutes ballon gonflé. C'est très difficile parce qu'on deal cette fois-ci avec un seul millilitre, un peu moins qu'un millilitre, et donc le verdict tombe. À la fin des fameuses 5 plus 5 plus 5, l'échographiste nous dit que cette fois-ci le gradient est passé à 38 mm de mercure. Donc on est face à un succès franc de notre procédure d'alcoolisation. On peut libérer le patient tranquillement de la salle de cathétérisme. Les suites ont été simples. Le patient a présenté un bloc de branche droit rapidement régressif. Aucune complication mécanique n'est survenue. On peut avoir des perforations, des communications interventriculaires, etc. par perforation du septum. Ça, c'est parmi les complications à craindre. C'est un infarctus qu'on est en train de créer. Le patient n'a pas eu de troubles conductifs, donc la sonde temporaire a été retirée. En général, on garde les sondes temporaires 24 à 48 heures, donc la sonde temporaire a été retirée et le patient est sorti de l'hôpital 3 jours après la procédure. À 1 mois et à 3 mois, on avait une nette amélioration de la qualité de vie. Le patient était très peu dyspnéique, il n'y avait plus de syncope d'effort et donc le patient a repris une vie quasi normale. À l'échographie, on avait un gradient qui était aux alentours de 40 mm de mercure. Le patient est toujours sous surveillance. Au final, donc, l'alcoolisation septale est une technique simple, mais qui comporte un certain nombre de difficultés et un certain nombre d'obligations à respecter. Donc, le premier impératif, c'est de repérer la bonne branche. Ce n'est pas forcément la première septale. Vous avez vu, dans le premier cas, c'était plutôt la première septale. Mais dans le deuxième cas, c'était la deuxième artère septale qu'il fallait alcooliser. Ce n'est pas forcément la septale la plus grosse. Dans le premier cas, la septale la plus grosse était la deuxième, alors que la septale responsable, l'artère septale responsable du gradient était plutôt la première artère septale. Donc il faut vraiment faire le test par le contraste iodé et par le contraste échographique. On peut avoir parfois des accès difficiles quand la septale présente une angulation délicate. Vous essayez de passer votre OTW, il se fait éjecter. Là, l'astuce, c'est de choisir plutôt des OTW un peu courts qui permettent rapidement de franchir l'angulation et de se positionner au niveau du septum. Donc, parfois, il n'y a pas de branche identifiable. Ça a été décrit dans 5% des cas. Donc, vous testez différentes septales et aucune ne correspond. Malheureusement, ce genre de patient, c'est une prise en charge purement chirurgicale. Vous ne pouvez rien proposer en cardiologie interventionnelle, du moins en matière de thérapie de réduction septale.
Et puis parfois vous avez des branches qui sont très très petites, minuscules, et que vous risquez de disséquer ou de rompre si vous vous amusez à inflater un OTW à l'intérieur. C'est vraiment des artères comme on appelle nous des cheveux, et là c'est très délicat de dealer avec ces artères parce que n'oublions pas que l'OTW doit être gonflé avant d'injecter l'alcool afin d'assurer l'étanchéité et d'éviter que l'alcool revienne lors de la contraction du muscle septal. Il faut éviter que l'alcool revienne vers l'interventriculaire antérieur. Parfois, vous avez des branches qui sont correctes, qui vascularisent le septum qu'il faut, mais malheureusement, soit ça vascularise en association à ce septum un pilier de la valve mitrale, la paroi du ventricule droit, la paroi libre du VG, parfois ça fistulise dans une cavité cardiaque, et à ce moment-là, ces artères-là ne doivent pas être alcoolisées, donc vous devez impérativement faire la sélection de la branche et vérifier s'il n'y a pas de souci avec cette branche. Bien sûr, il faut gérer l'instabilité du ballon, l'instabilité du cathé porteur, ça se fait lors du choix du cathé porteur. Et puis, vous devez prendre votre temps avec les injections de contraste iodé et de contraste échographique. Ça vous permet de prédire la stabilité de votre ballon lors de l'injection du destructeur, lors de l'injection du toxique, lors de l'injection de l'alcool, parce que là, malheureusement, c'est un point de non-retour une fois que vous avez injecté votre alcool et une fois que vous êtes en train d'injecter. Donc, un des facteurs prédicteurs d'échec dans les différentes études reste l'épaisseur septale supérieure à 30 mm, où le septum basal est souvent vascularisé par plusieurs septales. C'est un gros steak et donc il y a souvent plusieurs septales qui le vascularisent. Parfois, il a été décrit, nous n'en avons pas encore eu ce genre de cas, mais il a été décrit dans la littérature. Plutôt, on a eu un cas, mais malheureusement, je ne l'ai pas préparé pour vous cette fois-ci, mais je vous le préparerai une autre fois. On a eu un cas qui a été repris donc quelques semaines après. On a dû alcooliser la deuxième septale, je viens de me rappeler de ce cas. Et donc souvent, c'est des patients chez qui on va alcooliser une première artère. Le résultat sera partiel, soit comme on l'a vu dans le deuxième cas que je vous ai proposé, on rajoute la quantité d'alcool qu'il faut, soit il faut aller vers une autre artère septale, et donc on va plutôt penser que ce septum très gros a plutôt deux branches qui le nourrissent, et donc il faut aller alcooliser les deux branches, soit lors de la même séance, soit lors de deux séances différentes. Si vous voyez que vous avez passé trop de temps, si vous estimez que vous avez un risque rythmique important lié à cet infarctus créé, vous pouvez laisser votre patient se reposer quelques semaines et le reprendre pour totaliser votre geste. La quantité d'alcool au final à injecter tiendra compte de deux méthodes, soit de l'épaisseur du septum à alcooliser, soit de l'épaisseur plutôt du diamètre de l'artère. Et chez ces patients-là qui ont plutôt un septum très épaissi, comme on l'a vu dans notre cas, il faut plutôt tenir compte de l'épaisseur du septum plutôt que du diamètre de l'artère septale, parce que votre alcool va diffuser dans ce septum, une quantité faible d'alcool ne diffusera pas énormément, et donc ne nécrosera pas tout le septum que vous voulez nécroser. Et donc nous, on a réussi à gérer notre patient en totalisant la quantité, calculée plutôt par l'épaisseur du septum que par le diamètre de l'artère septale, mais comme je vous l'ai dit, nous, en général, on calcule par les deux pour chaque patient. On commence par la quantité la plus petite et puis si le résultat est imparfait, on va vers la totalisation de la dose en rajoutant ce qu'il faut comme alcool pour arriver à la quantité maximale. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'alcoolisation septale. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Nous, en général, on a eu, on va dire, une dizaine de cas qu'on alcoolise chaque année, ça ne court pas les rues, il n'y a pas beaucoup d'indications. Souvent, les patients répondent au traitement. Il y a beaucoup de gens qui font de la stimulation, donc en double chambre, etc. Il y a eu beaucoup de papiers sur ça, disons que c'est plutôt un effet placebo. Mais bon, on voit que dans les recommandations, ça revient encore cette technique. Et donc, nous, on fait en général une petite dizaine de cas, 10, 12, 15 cas par année, qui nous sont confiés par nos confrères. On a pour le moment pas eu de complications dramatiques. On a eu quelques épanchements péricardiques, ça c'est réactionnel comme face à tout infarctus du myocarde. On n'a pas eu de patient. Si on a eu un patient qui malheureusement s'en est sorti avec un pacemaker, c'était un patient qui avait un bloc de branche gauche. Et donc là, le risque de pacemaker dépassait les 25% parce que vous savez que quand vous alcoolisez, il y a un risque énorme de détruire la branche droite. Donc le patient avait un BBG complet. On avait discuté avec lui, on avait expliqué le risque de pacemaker. Lui avait accepté cette situation-là. Et donc, à la fin de la procédure, on avait un gradient qui était déjà très respectable. On est passé d'un gradient qui dépassait les 100 vers un gradient qui était aux alentours de 30-35. Il a été stimulé en double chambre quelques jours après. Et donc, le gradient a encore chuté vers les 15. Et on voit qu'il y a eu adjonction de l'effet des deux et du pacemaker et de l'alcoolisation septale. Le pacemaker permet de désynchroniser les parois du VG. Bien que cette constatation a été discutée dans de nombreuses études où on a plutôt évoqué un effet placebo, etc. Mais
chez nous, on a constaté chez ce patient-là qu'il y avait déjà un succès en fin de procédure, mais grâce à cette stimulation, le gradient a encore plus chuté après la mise en place du pacemaker. Donc nous déplorons un seul patient qui a eu un pacemaker sur, je vais vous dire, peut-être on doit être à 70 ou 80 cas d'alcoolisation septale à peu près. On a eu un cas, c'était un BBG, c'était clairement annoncé d'emblée. On a eu quelques épanchements péricardiques qui se sont résolus spontanément, donc c'est comme des Dressler, etc. Vous créez un infarctus, donc il faut gérer ces épanchements exactement comment gérer un Dressler. Nous, on a eu vraiment des épanchements minimes qui n'ont pas eu besoin de thérapeutique particulière. Et voilà, donc les patients doivent toujours garder leur traitement médical, bien sûr. Le traitement par alcoolisation septale ne permet pas aux patients de s'affranchir de sa thérapeutique médicale. Il faut un suivi régulier. On n'a pas eu de récidive. Tous les patients qui ont eu un succès ont eu leur succès et ça s'est maintenu. Comme je vous l'ai dit, on a eu un cas chez qui il y a eu un échec et on l'a repris une deuxième séance. On a alcoolisé une autre artère septale. Au fait, en fin de procédure, on avait l'impression d'avoir un gradient qui était relativement correct à 40-45 et puis quelques semaines après, il est remonté vers les 60. On l'a repris, on a alcoolisé une autre septale et il s'en est sorti avec un gradient, je pense, aux alentours de 25. Et si mes collègues, donc Toby de Boulacardier, voient la vidéo, ils peuvent toujours ajouter en commentaire les résultats de la deuxième séance d'alcoolisation. Je ne m'en rappelle pas et j'essaierai de vous montrer quelques images la prochaine fois. Ben, je vous dis bon courage. Faites attention à vous durant cette période de Covid. Faites vraiment attention à vous, à vos familles. Rabbi yahfadkoum tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon courage à tous.